Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de neurologie pour vous parler du langage humain. Alors bien sûr, c'est de la vulgarisation puisque je vais vous expliquer d'une façon très symbolique ou schématique la façon dont est généré ce langage humain si particulier qui fait que nous sommes des hommes, puisque l'homme, ce n'est pas l'outil, l'homme, c'est la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, et donc de parler avec des notions de temps dans le langage en jonglant, en utilisant des mots, c'est-à-dire des sons qui sont des compressions de données. Alors, si je ne peux pas rentrer dans l'explication de ce langage humain au niveau physique, au niveau moléculaire, parce que c'est un ensemble de réactions moléculaires d'une extrême complexité, le principe du langage humain est en vérité relativement simple. Et s'il paraît difficile à expliquer, c'est que pendant très longtemps, nous n'avions pas les outils linguistiques qui auraient pu nous permettre de l'expliquer facilement. Maintenant, tout le monde est sensibilisé à l'informatique, aux ordinateurs, avec tout un vocabulaire qui vient de ces ordinateurs, de cette informatique, vocabulaire qui permet par analogie d'expliquer le fonctionnement de ce langage humain qui est en vérité quelque chose de relativement simple à comprendre, même si les processus chimiques qui le génèrent sont d'une extrême complexité. Donc je vous écris un petit texte qui, je l'espère, comme je l'ai dit tout le temps, vous fera comprendre qui nous sommes. Comprendre le fonctionnement du langage humain, c'est le titre. Comprendre le fonctionnement du langage humain. Ce qui fait l'homme, c'est son langage, avec des notions de temps lui permettant de dire « je suis, j'étais et je serai ». Et par cela de devenir un animal historique capable de transmettre le savoir. Le sien et, par-delà la mort, celui des générations disparues. Relatant ce qui fut et qui, probablement, sera de nouveau. Permettant de transmettre des connaissances salvatrices favorisant la survie des individus, et par cette possibilité de parler du futur, de préméditer en groupe des actions donnant une supériorité incontestable à l'homme sur le reste des êtres vivants, faisant de nous les plus terribles prédateurs et conquérants que la terre ait portés. Ce qui fait l'homme, c'est aussi, par son langage, cette capacité de compresser des données sensorielles, émotionnelles et des concepts en sons, permettant, associés aux notions de temps, de communiquer rapidement et de penser plus vite. Parler et écouter le langage humain est donc comme émettre et recevoir un film en faible définition, mais suffisamment clair pour en comprendre le sens. Parler ou écouter est pour celui qui émet et pour celui qui reçoit le défilement dans la tête par ces compressions de données en son d'un film très pixelisé qui, si nous prenons le temps de ralentir l'émission parlée du scénario ou de s'arrêter sur un passage écouté, de mieux le définir et plus finement le visualiser. On peut alors passer symboliquement d'une grossière pixelisation à une véritable perception et conceptualisation cérébrale 4K, voire 10K, émotions et sensations autres que visuelles et sonores ressenties en plus. Symboliquement, le langage humain peut être comparé à une compression en son de données sensorielles, émotionnelles et conceptuelles complexes. Il permet, lors de la communication, pour celui qui émet et celui qui reçoit, d'utiliser un minimum de neurones tout en restant compréhensible. La compression sonore étant, chez les êtres vivants supérieurs, ce qui est le plus rapide et le plus économique pour visualiser, recevoir et transmettre des informations d'une extrême complexité. Mais que se passe-t-il exactement dans le cerveau humain lorsque nous parlons ?
Si cela est, au niveau électrochimique, assez compliqué à expliquer, et encore en cours de découverte, le principe est en réalité relativement simple. Pour comprendre la façon dont le langage humain s'est formé et fonctionne au niveau cérébral, il est intéressant d'étudier la lecture de l'écriture sonographique, qui est une émanation du langage parlé humain. Quand nous lisons un texte, nous ne nous appesantissons pas visuellement sur chaque lettre des mots et leur ordre, mais nous concevons le sens des mots en fonction des mots précédents, de leur longueur perçue visuellement, de la première syllabe visualisée et écoutée intérieurement, et de la perception plus ou moins globale des formes qui composent le mot. C'est ainsi que le cerveau décode un texte. Il en va de même pour la communication verbale. Le son d'un mot correspondant à une chose, une sensation, une émotion, un sentiment, un concept. Mais en écoutant le son, l'esprit ne reconstitue pas précisément la chose. Il n'en conçoit que la simplification la plus rapidement compréhensible et utilisable par le cerveau pour la communication. Ainsi, le son du mot, avec le son du mot, nous n'activons dans le cerveau qu'une petite quantité des neurones interconnectés correspondant à la chose que définit le mot. Mais la chose définie par le mot correspond en réalité à une quantité bien plus colossale de neurones. Car, en fonction de sa nature, la chose que le mot définit est liée à une multitude incalculable de neurones interconnectés correspondant à un ensemble et une suite de sensations et d'émotions, mais aussi à d'autres mots correspondant eux aussi à d'autres suites de sensations et émotions. Tout cela imbriqué dans la complexité du tissu cérébral. Ainsi, parler et écouter, c'est émettre et recevoir des données compressées en son permettant de transmettre de l'information globalement compréhensible en utilisant un minimum de neurones et en consommant donc un minimum d'énergie. Ainsi, le son du mot, qu'il soit recherché dans les neurones du cerveau par celui qui va l'émettre ou décodé par les neurones du cerveau de celui qui le reçoit, n'utilise qu'une quantité limitée de l'ensemble des neurones dans lequel ce mot est stocké. Quantité limitée qui permet tout de même d'avoir une compréhension de la chose correspondant au son sans en avoir une vision précise. Vision précise souvent inutile à la compréhension et l'exécution rapide des actions permettant la survie des individus. À titre d'exemple, quand on énonce ou l'on écoute la phrase « je vais au marché », il n'est pas utile de penser, visualiser et ressentir avec tous les détails et toutes les sensations correspondantes à l'action et au mouvement d'aller au marché et de percevoir tous les sons, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les odeurs et toutes les textures qui correspondent à notre mémorisation du marché, ni aux émotions qui sont liées. Émettre et écouter la phrase « je vais au marché » utilise donc un minimum de neurones interconnectés. Mais si notre attention reste sur cet ensemble de mots, la propagation électrochimique touchera, par liaison dendritique, de plus en plus de neurones, rendant la conceptualisation de « je vais au marché » de plus en plus précise, permettant, dans les cas extrêmes, par une activation massive de neurones, de vivre un rêve éveillé. Et, pour cet exemple, de percevoir et ressentir le marché comme si nous y étions. Ainsi, parler et écouter, c'est faire défiler un film en basse définition, c'est-à-dire à un niveau bas de ramification d'interconnexion neuronale, où sont codés perception sensorielle, émotions et concepts. Mais rien ne nous empêche, si nous en avons le temps et l'envie, de ralentir la diffusion du message et de s'arrêter rêveur sur une partie du message écouté pour laisser se répandre les impulsions électrochimiques dans un maximum de neurones interconnectés, pour avoir une vision de plus en plus précise de ce qui est exprimé par le message parlé jusqu'à vivre le rêve éveillé. Le langage humain est donc un magnifique moyen de communiquer rapidement par de l'information compressée qui peut à tout moment être décompressée spirituellement pour la percevoir dans tous ses détails. Si bien sûr nous en ressentons le besoin et en avons le temps. Si le monde que nous percevons est une reconstitution spirituelle ordonnée des variations énergétiques en intensité et en fréquence de ce que nous recevons du monde, le verbe et la parole génèrent dans notre cerveau des réactions électrochimiques permettant de reconstituer spirituellement un monde imaginaire plus ou moins proche du monde réel que notre esprit reconstruit par ce qu'il reçoit par nos sens.
Nous vivons donc une simulation mentale du monde, et par le verbe, nous recréons une multitude de mondes imaginaires. Voilà, petite vidéo que vous devrez peut-être réécouter plusieurs fois pour comprendre, mais qui est une approche, on va dire, simplifiée et schématique de la réalité de ce qu'est notre langage et de ce qu'est le décodage par l'esprit de ces sons, hein, qui sont, en fin de compte, une compression de données extrêmement complexes en sons, hein, données sensorielles, émotionnelles, qui vont pouvoir être communiquées très rapidement et être décompressées quand on le veut, si on veut approfondir la vision de ce qui est communiqué, ou le ressenti de ce qui est communiqué. Voilà, c'est ce qui fait l'homme. L'homme, c'est cette capacité à raconter des histoires, et cette capacité à raconter des histoires vient par l'apparition des notions de temps dans le langage et de la compression de données en mots. Ce sont ces outils linguistiques qui ont fait l'homme et rien d'autre. L'homme, c'est le langage, et bien sûr, ce langage est né grâce à la bipédie et aux notions de temps qui ont permis à nos ancêtres, arrivant en savane, les bras libérés, d'indiquer où ils allaient, d'où ils venaient, de mettre un son sur des gestes, d'enlever les gestes et de se retrouver avec des notions de temps, certes primaires, mais des notions de temps dans leur langage, permettant par un son au départ de parler du futur et de parler du passé, rendant l'homme le prédateur le plus dangereux et le conquérant le plus efficace. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.